Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. 1 à 2. Second filtre, la régulation par la publicité, commentant au milieu du 19e siècle les avantages du libre-échange comme mode de contrôle des opinions dissidentes, le très libéral ministre des Finances britannique Sir George Lewis faisait valoir que le marché privilégierait naturellement les journaux, jouissant de la faveur du public de la publicité. La publicité allait en effet devenir un puissant mécanisme de sape de la presse de la classe ouvrière. Curran et Seaton donnent le même statut à sa croissance qu'à celle des coûts de production parmi les facteurs expliquant que le marché ait réussi là où les taxes et le harcèlement avaient échoué. Les publicitaires acquièrent de facto un droit de veto sur les journaux, dès lors que, sans leur appui, ceux-ci cessaient d'être économiquement viables. Avant que la publicité ne prenne la place prépondérante qu'on lui connaît, les coûts de production devaient être couverts par le prix de vente. La publicité prenant de l'importance, les journaux qui l'attiraient furent rapidement à même de proposer des tarifs de vente bien inférieurs au coût réel. Les titres n'ayant pas la faveur des publicitaires s'en trouvèrent fortement désavantagés. Ils comptaient parmi les plus chers, leurs ventes s'effondraient, leur trésorerie les empêchant de faire face aux investissements qui auraient permis de soutenir les ventes, présentation, format attractif, distribution, etc. Un système médiatique dominé par la publicité tend naturellement à l'élimination ou à la marginalisation des organes financés par leur seule vente. De par ce fonctionnement, le libre-échange offre tout sauf un système neutre dans lequel la sélection repose sur la demande finale. Ce sont les préférences des publicitaires qui déterminent la prospérité, voire la survie même d'un média. Les producteurs offrant à leurs sponsors, les publicitaires, des perspectives de juteux profits grâce à leur audience auront droit à leur soutien, tandis que ceux qui ne sont pas suffisamment compétitifs dans ce domaine ne survivront pas. Les médias dépendants de la publicité sont en fait subventionnés par elle, ce qui leur permet d'atteindre un rapport qualité-prix grâce auquel ils distancent et affaiblissent leurs concurrents qui en sont dépourvus, ou sont négligés par les annonceurs. Même si les médias vivant de la publicité ciblent une clientèle haut de gamme, ils captent facilement l'audience bas de gamme, leurs rivaux perdant leur part de marché et disparaissant ou étant marginalisés. Pour la même raison, une télévision non commerciale sera, elle aussi, fortement désavantagée et ne pourra espérer être compétitive sans un financement public. Les chaînes publiques n'étant pas sujettes aux contraintes internes liées aux intérêts de propriétaires fortunés tout en étant moins exposées aux humeurs des publicitaires, elles constituent une menace potentielle pour le contrôle scrupuleux des élites sur les moyens de communication de masse. Pour cette raison, les conservateurs s'efforcent de toujours garder fermement la bride sur les chaînes publiques, avec des financements relativement bas et révisés chaque année. Au cours des années Carter-Reagan, on opta aussi pour une autre solution, qui était d'imposer aux chaînes publiques le mode de fonctionnement des chaînes privées par le biais de coupes budgétaires drastiques. En fait, la publicité a joué un rôle crucial dans l'augmentation de la concentration y compris entre des rivaux également avides de revenus publicitaires. Une bonne part de marché et des revenus publicitaires importants permettront à un journal ou une télévision d'être plus compétitif, promotion plus agressive, achat de programmes et de vedettes plus rentables, et les rivaux moins avantagés devront investir au-delà de leurs moyens pour tenter de freiner la spirale de la perte de parts de marché et de revenus. Celle-ci est généralement fatale, ce qui constitue un élément d'explication de la disparition de nombre d'hebdomadaires et magazines à grand tirage et la diminution du nombre de quotidiens. Dès l'apparition de la publicité dans la presse, les journaux radicaux et ouvriers se retrouvèrent dans une position particulièrement critique. Leur lectorat était généralement de revenus modestes, facteur aggravant aux yeux des publicitaires. En 1856, un cadre de la publicité estimait que certains journaux étaient de mauvais supports. Leurs lecteurs n'achètent rien, et toute somme qui leur est consacrée est autant d'argent jeté par la fenêtre. Les journaux sociodémocrates anglais payèrent aussi un lourd tribut après la Seconde Guerre mondiale. Malgré leurs 9,3 millions de lecteurs quotidiens, des titres comme Daily Herald, la News Chronicle ou le Sunday Citizen firent faillite ou furent absorbés par la presse de l'establishment entre 1960 et 1967. Comme l'explique James Curran, avec 4,7 millions de lecteurs dans sa dernière année d'existence, le Daily Herald avait un lectorat près de 2 fois supérieur à celui du Times, du Financial Times et du Guardian réunis.
Ces recherches montrent qu'en outre ces lecteurs étaient plus attachés à leur journal que ceux d'aucun autre journal populaire, et que, bien qu'ouvriers pour la plupart, ils le lisaient de façon beaucoup plus approfondie que les lecteurs des autres journaux populaires. La mort du Herald comme celle de la News Chronicle et du Sunday Citizen s'explique en grande partie par un étranglement dû au manque de revenus publicitaires. Avec 8,1% du tirage quotidien en circulation, le Herald ne captait que 3,5% du budget publicitaire net par millier d'exemplaires vendus. Le Sunday Citizen seulement un dixième du Sunday Times et un septième de l'Observer. Curran démontre clairement que la disparition de ces trois journaux d'importance contribua considérablement à la perte de puissance du Parti travailliste, notamment le Herald, une institution à très grand tirage qui offrait un angle différent d'analyse et d'éclairage, aux antipodes des systèmes de représentation dominants qui prévalaient, tant sur les ondes que dans la presse classique. Un mouvement de masse dépourvu de tout soutien médiatique et devant lutter contre une presse résolument hostile et pour le moins handicapée. De nos jours, les médias qui ont le plus de succès sont bien conscients de l'importance cruciale de la qualité de leur public. CBS annonce fièrement à ses actionnaires que, pour maximiser la vente de son audience, la firme a développé un nouvel outil de vente pour traiter avec les publicitaires. Le profil des publics cibles permettra aux annonceurs d'optimiser l'efficacité des spots en stratifiant l'audience par rapport à son utilisation des produits et services des annonceurs. C'était là le comble du raffinement dans les calculs d'efficacité, permettant de vendre une audience. Dans le secteur du magazine, la mesure de référence utilisée par les annonceurs pour atteindre les consommateurs au moyen d'une publicité noir et blanc pleine page était alors le CPM, soit le coût par millier d'exemplaires. Dans son argumentaire à l'attention des annonceurs, Soap Opera Digest déclarait « Vous voulez sans doute savoir quelle est notre première réussite. Aujourd'hui, Soap Opera Digest vous livre plus de femmes de la catégorie 18 à 49 et à un CPM inférieur que n'importe quel autre magazine. » Autrement dit, l'objectif des médias est d'attirer le public non pour lui-même mais en fonction de son pouvoir d'achat. Tout comme au X siècle, c'est un public aisé qui intéresse aujourd'hui les annonceurs. Dire que les médias sont d'autant plus démocratiques qu'ils s'adressent à un public très large est à peu près aussi vrai que prétendre égalitariste le suffrage censitaire. L'emprise des publicitaires sur la programmation télévisuelle tient fondamentalement au fait que ce sont eux qui achètent et financent les programmes, ce sont les patrons qui subventionnent les médias. Les médias sont donc en compétition pour leur patronage avec des services spécialement chargés de les démarcher et doivent pouvoir mettre en avant en quoi leurs programmes peuvent les servir. Les choix de ces patrons pèsent si lourd sur la vie d'un média qu'ils en deviennent ce que William Evans appelle des organisations de référence normative aux impératifs et exigences desquels les médias doivent s'accommoder pour réussir. Ou encore, selon Turoff, l'interaction continuelle entre les producteurs et les principaux sponsors joue un rôle déterminant dans la mise en place des limites qui encadrent la production quotidienne. Pour le budget d'une télévision, le gain ou la perte d'un seul point d'audience se traduit par une variation de 8 à 8 millions de dollars de recettes annuelles, avec des variations selon la qualité du public cible. La taille et la qualité de l'audience est donc un enjeu crucial. Et dans un système de marché, ce type de considération aura fortement tendance à peser sur l'orientation générale d'un média. Il s'agit, pour une part, de pression des firmes concernant le respect d'une ligne stricte, d'autre part du résultat de l'interaction permanente entre l'entreprise de médias et les patrons qui tiennent les cordons de la bourse. Comme le faisait remarquer Grant Tinker, à la tête de NBC TV à l'époque, la télévision est un médium soutenu par la publicité et, tant qu'elle ne risque pas de nuire à ce soutien, la programmation peut varier. Les médias radicaux et ceux de la classe ouvrière font l'objet d'une discrimination politique de la part des publicitaires. Au fondement de cette discrimination, il y a l'allocation de publicité conditionnée au ciblage du public solvable. Mais bien des entreprises refusent en outre de subventionner des ennemis idéologiques ou ceux qu'ils perçoivent comme nuisant à leurs intérêts, et des cas de discrimination ouverte viennent s'ajouter à l'élection censitaire. En 1985, les studios TVWNET perdirent leur crédit de Gulf plus Western suite à la diffusion du documentaire Hungry for Profit, qui critiquait les activités des multinationales dans le tiers-monde. Avant même la diffusion du programme, anticipant la réaction des industriels, les responsables de la chaîne affirmaient avoir fait le maximum pour aseptiser le documentaire.
La direction de Gulf Plus Western se plaignit néanmoins auprès de la chaîne de ce que le programme était violemment anti-business, voire anti-américain, et que la programmation d'un tel documentaire n'était pas le genre d'attitude que la firme attendait de ses amis. Le London Economist conclut laconiquement. Il semble clair désormais que WNET ne fera pas la même erreur une deuxième fois. En plus de la discrimination infligée aux médias qui leur déplaisent, les publicitaires font leur choix parmi les programmes selon leurs propres principes. À de rares exceptions près, ils sont culturellement et politiquement conservateurs. Selon les instructions de Procter & Gamble à leur agence de publicité, il ne pourra se trouver dans aucun de vos programmes quoi que ce soit qui, de quelque manière, donne une image des affaires comme froide, impitoyable et dépourvue de tout sentiment ou motivation spirituelle. Chez General Electric, le directeur de la communication d'entreprise déclarait « Nous entendons privilégier une programmation dont l'esprit vienne renforcer nos messages d'entreprise. Les grands annonceurs soutiendront rarement des programmes mettant en cause les pratiques de l'industrie, comme les problèmes de dégradation de l'environnement, les activités du complexe militaro-industriel ou le soutien aux pires dictatures du tiers-monde et les substantiels bénéfices qui en sont tirés par le monde des affaires. » Eric Barnow relate l'histoire d'une série documentaire de NBC résolument environnementaliste, à une période où la question générait une grande demande du public. Il observe que, bien que beaucoup de grandes entreprises dépensaient beaucoup d'argent en publicité et autres propagandes concernant l'environnement, la série passa à la trappe par la volonté des sponsors. Celle-ci péchait en effet par excès d'objectivité, suggérant notamment que les problèmes environnementaux étaient structurellement liés à l'industrie alors que le message de cette dernière était de rassurer, à la longue, les télévisions finissent par comprendre que ce genre de programme ne peut être vendu aux annonceurs, qu'il représente donc un sacrifice financier et qu'en outre certains clients peuvent les prendre très mal. Ne parlons pas des attaques contre les produits même des annonceurs, les chaînes se gardant bien d'aller sur ce terrain, même en cas d'information majeure concernant la santé publique. Les tarifs des spots publicitaires ne cessant de grimper, les revenus qui en découlent font de même. Or, compte tenu de la pression croissante des marchés en faveur des performances financières et d'une diminution des contraintes légales, un système médiatique reposant sur la publicité aura tendance à augmenter régulièrement son temps d'antenne et à marginaliser voire à éliminer carrément les programmes qui traitent de façon significative des affaires publiques. Difficile à prouver statistiquement compte tenu de l'insuffisance chronique des données rendues disponibles par la FCC, l'érosion constante du temps de programmation face à la publicité est rendue évidente si l'on se souvient de l'adoption en 1929 par la National Association of Broadcasting d'une règle interdisant toute publicité radiophonique entre 19 et 23 heures. En 1930, William Paley attestait devant la Commission du commerce du Sénat que 22% seulement du temps d'antenne de CBS serait consacré à des programmes sponsorisés commercialement, les 78% restants étant épargnés. Il soulignait notamment que la publicité proprement dite ne représentait que 0,7% de notre durée totale d'émission. Au sujet des programmes concernant les affaires publiques, Frank Wolf précise que c'est probablement du fait, même des réglementations de la FCC que de tels programmes ont pu ne fût-ce qu'être montrés sur les chaînes commerciales. Les annonceurs seront plus généralement portés à éviter les programmes trop compliqués ou touchant à des controverses dérangeantes, susceptibles de réduire le temps de cerveau disponible du public. Ils cherchent des divertissements légers, qui correspondent à la fonction première des programmes, celle de diffuser le message des vendeurs. Il est donc parfaitement naturel que, dans un marché orienté par la quête des sponsors, des programmes tels que « La vente du Pentagone » soient supplantés par des émissions comme « L'Écosse vue par un oiseau », « L'Arizona de Barry Goldwater »,« Réflexions sur l'hôtellerie » ou « Monsieur Rooney sort dîner », programme de CBS traitant de « ce que les Américains mangent lorsqu'ils dînent dehors, où ils vont et pourquoi ». Il y a des exceptions, certaines firmes désirant sponsoriser des programmes sérieux, parfois en raison d'ennuis récents qui imposent de renforcer les relations publiques, mais même en pareil cas les sponsors éviteront généralement de financer des analyses de fond sur des sujets trop chauds ou réellement polémiques. Ils opteront plutôt pour des documentaires sur l'Antiquité grecque, le ballet, ou pour des sujets ayant trait à l'histoire et la culture nationale et empreints de nostalgie. Barnow souligne un contraste intéressant sur les chaînes commerciales, leur budget provenant de la pub, les fictions,
se concentre presque systématiquement sur ici et maintenant. À l'inverse, sur les chaînes publiques, la culture a fini par devenir les autres cultures. La civilisation américaine ici et maintenant est hors champ. Enfin, les stations et les réseaux de télévision se doivent de maintenir leur niveau d'audience, c'est-à-dire d'empêcher les téléspectateurs de zapper entre deux programmes afin de soutenir les prix et les revenus publicitaires. Insérer dans la programmation des documentaires culturels qui font changer de chaîne peut coûter très cher. Dans un système médiatique, libre, c'est-à-dire dépendant entièrement de la publicité, la logique commerciale tendra à éviter ce type de programme. Mais toute émission critique, culturelle ou documentaire finira aussi, à terme, par être évacuée des médias secondaires qui luttent pour attirer les publicitaires. Même s'il y existera toujours une programmation politique ou culturelle tentant de naître ou de survivre en marge des plus grands médias. Nous continuons à passer en revue. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.